Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne ? Ce podcast est fait pour vous. Si vous souhaitez me soutenir gratuitement, n'hésitez pas à lui mettre un commentaire ou des étoiles sur votre plateforme d'écoute. Un possible coup d'État organisé par la Russie, la démission du gouvernement il y a quelques jours, des manifestations massives dans les rues contre l'inflation. La Moldavie est au cœur de l'actualité. Ce petit pays, que beaucoup décrivent comme le plus pauvre d'Europe, est en fait une victime collatérale du conflit en Ukraine. Dans cet épisode, on va tenter d'y voir plus clair avec Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof de Sciences Po et co-auteur de La Moldavie à la croisée des mondes. Je vous mettrai la référence de son ouvrage en description. Mais avant de commencer, reprenons quelques bases pour celles et ceux dont les cours d'histoire géo sont un peu lointains. Je l'avoue, c'est mon cas. Petite présentation donc de la Moldavie dont la capitale est Chisinau. Grâce à moi, vous pourrez briller au Trivial Poursuite. C'est un État qui se trouve entre la Roumanie et l'Ukraine. Elle n'a que deux voisins et elle n'a pas d'accès à la mer. Elle donnerait sinon sur la mer Noire. La Moldavie a été sous l'Empire ottoman pendant 2 siècles. En 1812, à la faveur des guerres napoléoniennes, elle intègre l'Empire russe, dont elle partira en 1918, au moment de la révolution bolchevique et au moment surtout de l'émergence du Grand Royaume de Roumanie. Elle restera en Roumanie jusqu'en 1940, donc à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, moment à partir duquel l'Union soviétique récupère ce territoire de Moldavie. Et le territoire de la Moldavie actuelle, finalement, devient indépendant en 1991 avec la chute de l'Union soviétique. Et donc, ce sont ces frontières de 1991 qui aujourd'hui font la Moldavie. Donc, on le voit, une histoire entre l'Empire tsariste, la Roumanie, l'Union soviétique, la Moldavie. Finalement, quelqu'un qui n'aurait pas bougé de Chisinau et qui aurait vécu un siècle entre 1900 et 2000 aurait connu 4 nationalités au cours de sa vie. Des influences roumaines et russes qui mènent en 91-92 à un conflit entre la Moldavie et la Russie. Une petite partie du territoire moldave, russophone, décide de déclarer son indépendance toute seule, la Transnistrie. Cela donne lieu à un conflit entre l'armée moldave qui veut récupérer ce territoire et la Transnistrie, soutenue par la Russie. Finalement, on en arrive à un cessez-le-feu avec statu quo. La Transnistrie garde son indépendance, mais elle n'est pas reconnue par l'ONU. Elle n'est pas non plus intégrée à la Russie. Il faut souligner aussi qu'il n'y a plus jamais eu de mort dans ce conflit. Voilà pour la partie historique. Venons-en maintenant à la situation politique en Moldavie. La Moldavie est un régime monocaméral. Elle a une chambre, donc une assemblée composée de 101 membres. Une présidente aujourd'hui, qui a été élue au suffrage universel direct en novembre 2020. Cette présidente, c'est Maia Sandu. Elle a 51 ans et avant son élection, elle a été économiste à la Banque mondiale, ministre de l'Éducation et première ministre très rapidement. Elle lutte avec virulence contre la corruption. Elle a emporté contre le président sortant Igor Dodon, soutenu par Moscou. Et quand je dis qu'elle est anti-corruption, il y a un exemple marquant. Quand elle était ministre de l'Éducation, elle a fait installer des centaines de caméras dans les salles d'épreuves du bac. Elle aurait ainsi fait baisser de moitié les pots de vin et la triche. Elle est aussi pro-européenne et elle œuvre pour un rapprochement avec Bruxelles. La Moldavie a été considérée il y a quelques années comme un État capturé par le Parlement européen. État capturé, ça veut dire un État qui respecte les critères formels de la démocratie élémentaire, c'est-à-dire l'élection, mais qui, en matière d'état de droit, sont assez défaillants. La promesse de Maia Sandu en 2020, quand elle devient présidente, c'est de pouvoir réformer en profondeur le système politique moldave. C'est sur ce fondement, sur la croyance dans sa compétence, la croyance dans son intégrité, qu'un grand nombre de Moldaves ont su converger pour la porter au poste de présidente. Une fois élue présidente, Maia Sandu est en situation de cohabitation avec son Parlement. En juillet 2021, elle est capable de pousser pour la mise en place de législatives. Ces législatives lui donnent un mandat populaire
important. Elle lui donne 61 députés sur les 101 de l'Assemblée. Donc elle a largement les moyens de faire passer ces réformes. Il lui fallait donc mettre à la tête de la Moldavie en juillet 2021 une technocrate, experte de questions économiques et de réformes, capable de rassurer les partenaires internationaux, le FMI, l'Union européenne. Et donc ce profil de techno correspondait assez bien au profil de Natalia Gavrilytsa. Natalia Gavrilytsa, c'est la première ministre qui était encore en poste il y a quelques jours et qui vient de démissionner. Dans la suite de l'épisode, on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi son gouvernement s'est effondré? Il y a déjà le changement de contexte. Naturellement, le monde de juillet 2021 n'est plus exactement le même que celui de février 2022. Entre-temps, un énorme conflit s'est abattu sur l'un des deux voisins de la Moldavie, sur l'Ukraine. Et donc, l'une des conséquences de la guerre en Ukraine, c'est que la Moldavie s'est retrouvée aux premières loges. Elle a été un lieu d'accueil de réfugiés et de passage de réfugiés vers l'Union européenne important. On estime que un demi-million de personnes sont passées par le territoire de la Moldavie. Il faut mettre les choses en perspective. Moldavie, pays de 2,6 millions d'habitants environ, a vu l'équivalent de 20% de sa population passer sur son territoire, avec environ 90 000 Ukrainiens toujours présents sur place, à savoir l'équivalent de 3% de sa population. C'est important, si l'on suggère, si on prenait ce cas de figure en France, cela reviendrait à avoir 2 millions de personnes sur son territoire de réfugiés. Alors même que la Moldavie a longtemps été cataloguée comme le pays le plus pauvre d'Europe. Et donc, on voit un contraste entre un niveau de richesse faible, mais un niveau de positionnement qui est devenu, en quelque sorte, un positionnement d'avant-poste au moment de cette guerre en Ukraine. L'autre élément important, et qui se fait aussi dans la foulée de l'Ukraine, c'est la reconnaissance par l'Union européenne du statut de pays candidat de la Moldavie. La Moldavie et l'Ukraine ont été reconnus en juin dernier, juin 2022, comme des pays candidats à l'Union européenne. Là aussi, c'est un changement majeur qui s'est opéré sous la mandature de la première ministre Natalia Gavrilytsa. Nous sommes maintenant en février 2023 et naturellement, du point de vue de la Moldavie, on ne peut plus uniquement gérer le pays en se focalisant sur les réformes internes socio-économiques. Il faut prendre en compte un certain nombre de menaces de sécurité et c'est tout le sens du remplacement de Natalia Gavrilytsa, une techno dans la technostructure française, on dirait que c'est Bercy, est remplacée par quelqu'un qui a un profil plus sécuritaire, précisément pour faire face aux différents risques qui sont afférents dans le cadre de la situation actuelle de la Moldavie. Ce profil plus sécuritaire, c'est Dorin Recean, conseiller présidentiel et ancien ministre de l'Intérieur. Il est aussi pro-européen et il s'est engagé à travailler pour un rapprochement avec l'Union européenne, mais aussi à lutter contre l'influence russe. Mais il y a d'autres raisons à la démission de l'ancienne première ministre Natalia Gavrilytsa. Son gouvernement était extrêmement impopulaire, car à cause de la guerre en Ukraine, le pays fait face à une inflation record. L'inflation sur un an est de 35%. Pour mettre les choses en perspective, il faut savoir qu'en France, on est à peu près à 6%. Donc c'est une contraction du pouvoir d'achat des citoyens moldaves. Et donc là où il y a encore un an et demi, au moment de la nomination de Natalia Gavrilytsa, 52% des Moldaves pensent que la Moldavie va dans la bonne direction, ce qui est un taux important. Cette même question posée en décembre 2022 par un institut de sondage qui s'appelle idata.md montre que 58% des Moldaves aujourd'hui sont persuadés que le pays va dans la mauvaise direction. Donc il y a un pessimisme social très fort. Pessimisme social, impopularité de la première ministre, solidité de la présidente. Cela plaidait du coup pour le fait de remplacer la première ministre, de donner un contenu politique au remplacement de cette première ministre. On l'a vu, à cause de l'inflation, le mécontentement monte dans le pays, mais ce n'est pas tout. La Moldavie fait aussi face à une crise énergétique d'ampleur. Comme l'a rappelé Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, lors d'un sommet pour aider la Moldavie, justement. Elle est affectée par des coupures de gaz de la part de la Russie et également par l'impossibilité pour l'Ukraine, qui est frappée dans ses infrastructures civiles et notamment ses infrastructures d'électricité, à lui fournir l'électricité
qu'habituellement l'Ukraine fournit à la Moldavie. Résultat, il y a depuis cet automne d'importantes manifestations dans la capitale Chisinau. Les gens se demandent comment ils vont passer l'hiver. Et ces manifestations se terminent souvent devant le Parlement. Retenez bien cette information, c'est important pour la suite. Car certains se demandent si ces manifestations ne sont pas attisées par des pro-russes, qui auraient un agenda bien plus grave encore. Lundi 13 février, Maia Sandu a pris la parole de manière tout à fait solennelle à la télévision autour d'une déclaration sur la situation sécuritaire en Moldavie. Ce qu'elle a fait, c'est évoquer un plan que lui a transmis Volodymyr Zelensky et qui, selon elle, est tout à fait vérifié. C'est un risque où des manifestations de masse qui ont lieu depuis maintenant plusieurs mois seraient cumulées, jointes avec des attaques contre des institutions étatiques et probablement la présence de vétérans, que ce soit de Moldavie ou d'autres pays. Et donc c'est cette convergence de ces différents éléments, des manifestations, une attaque contre les institutions, des mercenaires prêts à en découdre, qui serait à même de renverser la présidente moldave et son premier ministre. Naturellement, il y a de très bonnes raisons de penser que la Russie va viser à déstabiliser la Moldavie dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. La présidente moldave a pris plusieurs fois la parole pour évoquer une forme de rapprochement avec l'OTAN, qui généralement est un facteur de discorde entre les deux États. Jusqu'à présent, les précédents gouvernements moldaves ne s'étaient pas attaqués à cette idée pour deux raisons. La première, c'est que une très large majorité des citoyens de la Moldavie ne voient pas l'intérêt de rejoindre l'OTAN. L'OTAN a un soutien d'à peu près un quart de la population. Et le second élément qui, en quelque sorte, empêchait un passage vers l'OTAN, c'est la Constitution. La Constitution moldave, dans son article 11, stipule que l'État moldave est un État neutre. Un rapprochement avec l'Union européenne et avec l'OTAN, autant d'éléments qui ne plaisent en général pas tellement à Vladimir Poutine, on le sait. Et cela rend tout à fait plausible la possibilité d'un coup d'État russe. Mais Florent Parmentier prévient aussi. Si Maia Sandu relaie les inquiétudes de Volodymyr Zelensky, ce n'est pas pour rien non plus, et il faut le garder en tête. Il y a également une volonté de la Moldavie de soutenir, autant que faire se peut, et dans la limite de ses moyens, l'Ukraine. En attestant que ce que dit Volodymyr Zelensky est vrai, en quelque sorte, elle lui rend service. Elle permet de montrer au reste des Européens que d'autres États européens seront à terme pris pour cible. Donc il y a naturellement ces effets politiques. Il y a également, je pense qu'il faut le mentionner, au-delà des menaces réelles qui émanent de Russie, certainement la volonté de Maia Sandu de reprendre aussi une forme d'initiative politique. Ne plus seulement subir le combat qui a lieu à ses frontières. Ne pas subir, ça veut dire reprendre en quelque sorte la main sur un récit qui ne peut pas uniquement se résumer au fait d'avoir peur d'être la prochaine cible de la Russie. Si je devais résumer cet épisode, nous avons donc un pays, décrit comme pauvre, qui est en quelque sorte une victime collatérale de la guerre en Ukraine. Non seulement par sa proximité géographique, mais aussi parce qu'il est touché de plein fouet par l'inflation et l'augmentation des prix des énergies. Résultat, il y a un fort mécontentement de la population qui pourrait être instrumentalisé par les pro-russes en vue de renverser le gouvernement pro-européen et pro-OTAN. Mais on voit aussi que la présidente a tenté de reprendre la main, en changeant son gouvernement impopulaire et en rendant publiques les potentielles menaces contre son pays. Voilà. Merci à Florent Parmentier pour son éclairage. Je le rappelle, il est secrétaire général du Cevipof de Sciences Po et co-auteur de La Moldavie à la croisée des mondes, si vous voulez en savoir plus sur ce pays. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours. Trait d'Union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!